Bien, je voudrais traiter avec vous cette question. Y a-t-il une juste vengeance? Qui pourrait aussi se formuler de cette manière. La vengeance peut-elle être juste? Donc c'est une notion qui se trouve au programme des séries générales, cette notion de justice, comme des séries technologiques. Donc ça concerne potentiellement tous les candidats au baccalauréat, et puis je crois que ça concerne plus largement tous ceux qui ont en eux cette soif de justice et qui veulent un petit peu y voir plus clair sur ces rapports entre vengeance et justice, parce que cette tentation de la vengeance, c'est une tentation que nous avons tous connue. Néanmoins, la question est ouverte, il faut la problématiser et éviter de s'enfermer dans une réponse trop étroite. Évidemment, la réponse étroite, c'est la condamnation de la vengeance. Tout le monde le voit venir. Il est facile de condamner la vengeance. Il va falloir expliquer pourquoi on peut la condamner, mais il sera évidemment pertinent, judicieux et bien avisé de ne pas en rester là. Et si vous voulez, à partir d'une définition plus précise de ces notions, de voir comment on peut aussi répondre à l'hypothèse, répondre positivement à l'hypothèse d'une juste vengeance, ce qui va beaucoup moins de soi. Repartons donc de la question, y a-t-il une juste vengeance ? La vengeance et la justice doivent être définies. Je propose, pour démarrer l'analyse, de partir de l'idée que la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, coupable ou méritant, qu'on ait mal agi ou qu'on ait des talents. Eh bien, la justice doit nous donner ce que nous méritons, selon que nous avons mal agi ou bien agi. Voilà. La justice consiste tout simplement en cela. La vengeance, c'est l'action de celui qui, considérant qu'il a été lésé dans ses intérêts, qu'il est blessé, qu'il a subi une offense, une injustice, c'est l'action de celui qui, blessé, choisit de s'adresser lui-même, choisit de s'adresser directement et sans intermédiaire à son offenseur, à son agresseur, au coupable, pour lui en demander réparation et l'obliger à lui donner réparation. C'est en cela que consiste la vengeance. Alors, nous avons du mal à comprendre que cette vengeance, c'est-à-dire que cette adresse directe et contraignante de la victime à son agresseur, puisse être juste. Si nous pensons notamment au règlement de compte mafieux, règlement de compte sans fin, cercle vicieux de la vengeance, fatal, mortel pour tout dire, qui, loin de faire valoir ou triompher la justice, ne fait qu'aggraver les injustices au péril de tous. Donc, au regard de cet exemple du règlement de compte mafieux, on est en droit de s'interroger, on est en droit de s'étonner de l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une juste vengeance. Comment un règlement de compte mafieux pourrait-il être juste? Alors, je vous propose dans une première partie de creuser ce lieu commun. Le lieu commun, ici, c'est l'idée selon laquelle la vengeance est injuste. Vous verrez que je n'en tirerai pas la conclusion que toute vengeance est injuste. Mais dans un premier temps, on peut essayer de justifier l'hypothèse
que la vengeance est injuste. Dans quelles conditions? Eh bien, quand on est dans un état de droit. Dans un état de droit, il y a des lois écrites sur lesquelles un peuple s'est entendu, qu'il fait voter, ou qu'il vote directement quand on est en démocratie directe, ou qu'il fait voter par des députés dans une démocratie représentative, mais enfin il y a un corpus de lois sur lesquelles nous nous entendons, nous sommes d'accord pour qu'elles servent à trancher les litiges. Dans un état de droit, il y a des lois. Il y a aussi, à côté du pouvoir législatif qui a fait voter ces lois, un pouvoir judiciaire qui les fait appliquer. Ce sont les tribunaux, les juges, c'est l'institution judiciaire. Dans un état de droit, les lois et les juges font appliquer la loi, font valoir le droit. Ce droit condamne la vengeance, c'est-à-dire l'exercice personnel, direct, sans intermédiaire de la justice, d'un individu lésé à l'égard de celui qu'il considère comme étant son débiteur, puisqu'il a été son offenseur. On a de bonnes raisons pour ça. Si on observe effectivement, si on analyse effectivement ce qu'est un règlement de compte mafieux, on a de bonnes raisons de considérer la vengeance comme injuste et de la déclarer illégale. Dans un état de droit, effectivement, la vengeance est déclarée illégale et elle est déjà en cela injuste, c'est-à-dire non conforme aux lois. Mais elle est plus fondamentalement injuste, illégitime moralement, pour une raison très profonde, qui consiste dans l'observation du fait que lorsque nous sommes victimes, nous avons toujours tendance à surestimer le tort qui nous a été fait. Nous avons toujours tendance à surévaluer les dommages que nous subissons et nous avons toujours tendance à sous-estimer l'intérêt des autres. Il y a donc de fortes chances dans la vengeance pour que la victime, si elle s'adressait directement à son agresseur, lui réclame plus que son agresseur ne lui doit. Référence à la définition de la justice que nous avons donnée en introduction. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, si nous demandons à l'agresseur, au coupable, de réparer une faute en payant plus qu'il ne doit, il le subira lui-même comme une injustice. Et de fautif, de coupable, il deviendra lui-même à son tour victime. Du coup, légitime à demander réparation à sa victime, qui devient à son tour coupable. Si bien que nous nous engouffrons dans le cercle vicieux de la surenchère. Une injustice répondant à une autre injustice, et d'injustice en injustice, ce cercle fatal et pour tout dire mortel, puisqu'il peut aboutir aux pires conséquences. Donc voilà la raison morale qui justifie que dans un état de droit, la vengeance soit déclarée illégale. Voilà ce qui justifie le fait que dans un état de droit, on puisse considérer que la vengeance est une forme barbare de justice, et pour tout dire, une injustice. Donc on peut considérer, au motif que les émotions perturbent l'exercice du raisonnement, troublent l'exercice du sain raisonnement, de la saine raison,
il est possible de déclarer que la vengeance ne peut être juste, qu'elle est injuste. Mais c'est peut-être prendre la vengeance dans un sens très étroit, très restreint. Est-ce que la vengeance peut réellement se ramener, se résumer à la pratique qui a cours dans les milieux mafieux? Est-ce qu'elle peut se résumer à cette pratique émotive, irrationnelle, immature du règlement de compte? Rien n'est moins sûr. C'est la raison pour laquelle, dans une deuxième partie, je crois que nous devrions tordre ce cou à ce lieu commun et envisager, enfin, dans quelles conditions la vengeance est légitime. D'abord, je crois qu'il faut rappeler que la vengeance n'est déclarée illégale que dans un état de droit. Or, il n'a pas toujours existé des états de droit. L'état de droit, c'est-à-dire l'idée qu'un groupe d'hommes se gouverne sur la base de lois objectives, qui sont appliquées par des juges, qui forment une institution impartiale, objective, eh bien, cette idée n'a pas toujours eu cours. Cette justice officielle n'a pas toujours existé. Elle a un acte de naissance. C'est le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à de nouvelles découvertes, nous savons que c'est Hammurabi, un roi sumérien, en Mésopotamie, disons dans la région de l'Irak et de la Syrie actuelle. C'est dans cette région du monde, il y a bientôt 4000 ans, qu'a été écrit le premier code de loi, le code d'Hammurabi. Le code qui contient cette fameuse loi du talion que nous connaissons et qui est d'ailleurs, à tort, invoquée comme la maxime de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Alors qu'il s'agit d'une loi écrite qui pose le principe d'une équivalence stricte du tort subi et de la réparation qu'on doit lui mettre en regard. Mais enfin, passons sur l'analyse de cette formule. Soulignons simplement le fait que la justice comme procédure, comme institution objective, tiers aux parties, c'est-à-dire indépendante des parties qui sont en conflit dans le procès. Cette idée est une idée finalement récente et toute neuve dans l'histoire de l'humanité qui est, je le rappelle, sur Terre depuis non pas seulement 4000 ans, mais 4 millions d'années ou un peu moins. Donc, la vengeance, en l'absence d'état de droit, a été la forme primordiale de la justice. De la même manière que dans un troupeau de singes, si vous voulez, en l'absence d'institutions judiciaires, chaque individu lésé s'adresse directement à son offenseur, à son agresseur, et règle ses affaires avec lui, pour le pire et pour le meilleur. Souvent pour le pire, c'est-à-dire que c'est simplement la loi du plus fort qui l'emporte, mais c'est d'abord comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça doit se passer, dès lors qu'il n'y a pas d'état de droit. Alors vous me direz, bon ben, très bien, mais aujourd'hui il y a des états de droit, puisque nous sommes en Europe, du temps a coulé depuis la préhistoire, et même depuis le code d'Hammurabi, donc la question ne se pose plus,
et la vengeance doit continuer d'être déclarée illégale et injuste. Pas si vite. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres conditions dans lesquelles la vengeance peut s'avérer finalement légitime. Même s'il existe un état de droit, cet état de droit peut être défaillant. Cet état de droit peut être illégitime. Donc je voudrais évoquer rapidement ces deux conditions. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit défaillant? C'est un état de droit pourvu de loi, pourvu d'institutions juridiques, mais dysfonctionnel, incapable de faire appliquer les lois sur lesquelles tout le monde s'entend dans cet état. C'est parfois le cas, même en France, au XXe ou au XXIe siècle. Je pense à toutes ces anecdotes qui fleurissent dans les tribunaux, qui, parce qu'ils sont parfois à court de budget, sont tout simplement dans l'impossibilité de faire imprimer les jugements rédigés par des juges, mais si les jugements ne peuvent pas être imprimés et envoyés aux parties qui sont parties prenantes au conflit, eh bien le conflit reste irrésolu. Comment fait-on dans ce cas-là? Il y a 1001 raisons de penser que dans un état de droit, même dans un état de droit moderne et relativement riche comme l'est la France, la loi ne peut pas s'appliquer. Il y a toutes sortes de lourdeurs administratives, il y a enfin, errare humanum est, des fautes commises par les professionnels du droit, les juges eux-mêmes. Je vous renvoie par exemple à l'affaire du petit Grégory. Des juges peuvent se tromper, quelle que soit leur formation, leur niveau de compétence. Eh bien voilà, il y a des défaillances donc liées aux incompétences des hommes, liées aux lourdeurs administratives, liées à des dysfonctionnements matériels. Vous voyez, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire que l'état de droit défaille, dysfonctionne, et dans ce cas-là, on peut comprendre que certains aient la tentation de réparer néanmoins l'injustice quand la justice officielle, quand les tribunaux ne sont pas capables de la faire appliquer. Vous avez toute une littérature qui est celle des super-héros, qui brodent sur ce thème. Face à la corruption des juges, face aux lourdeurs administratives qui permettent finalement à quelques voyous de s'en tirer à bon compte, eh bien, le super-héros est celui qui intervient pour réparer l'injustice. Vous avez toute une littérature et toute une cinématographie sur ce sujet. Dans le monde réel, ce sont par exemple les lanceurs d'alerte qui transgressent des interdits, qui, notamment le devoir de réserve auquel ils sont tenus, le devoir de réserve et de discrétion auquel ils sont tenus lorsqu'ils sont membres de la fonction publique, qui donc transgressent le droit, donc sont dans l'illégalité, se mettent dans l'illégalité, mais au nom d'une justice plus haute, pour faire connaître la vérité. Ces lanceurs d'alerte sont des super-héros qui n'ont pas peur de venger l'injustice commise par les institutions, par les voyous qui sont parfois aux commandes de ces institutions. Enfin, l'état de droit peut être illégitime. Je pense notamment au gouvernement de Vichy. Il y avait des lois, il y avait bien des tribunaux, et pour le coup, ils fonctionnaient à plein, mais il était
possible de considérer dans cette situation que les lois qu'appliquaient ces tribunaux n'étaient pas légitimes. Je pense notamment à la loi qui empêchait certaines catégories de population, les juifs pour ne pas les nommer, d'exercer dans la fonction publique. Eh bien, toute une partie de la population française, une petite partie, une minorité, mais une minorité active, a considéré qu'il fallait venger cette injustice. Quand je dis venger, je veux dire exercer une justice directement et sans intermédiaire, par le moyen des armes, sans recourir à l'arbitrage d'une institution extérieure. Parce que cette institution extérieure, c'était celle de l'État qui était justement considérée comme illégitime. Donc, il peut y avoir une légalité, il peut y avoir un état de droit, mais cette légalité n'est pas nécessairement légitime. Quand la légalité a perdu sa légitimité, eh bien la vengeance reprend tout son sens. Et nous considérons les résistants comme des héros, sinon comme des super-héros. Donc il y a bien une vengeance juste. Et vous voyez que toute vengeance ne peut pas se résumer à l'exemple du règlement de compte mafieux. Voilà, donc il y a une vengeance juste, pour me résumer, en dehors de l'état de droit. Deuxièmement, quand l'état de droit est défaillant. Troisièmement, quand l'état de droit est considéré comme illégitime. Je voudrais enfin, dans une dernière partie, souligner que la vengeance a pu désigner dans l'histoire de la philosophie, de la théologie, dans la Bible, qui est quand même le grand livre fondateur de notre civilisation occidentale, la vengeance est un terme qui a servi à désigner la justice divine elle-même. Et ce n'est pas anodin. Je pense au psaume de David, que chacun peut relire, et le psaume 94, pour accélérer vos recherches, un psaume dans lequel David dit « Seigneur, Dieu qui venge », etc., etc. Il lui adresse une prière, ces psaumes sont des prières, vous le savez, dans lesquelles David s'adresse à Dieu comme à un vengeur. Alors pourquoi le mot vengeance, ici nekam en hébreu, pourquoi le mot vengeance sert-il à désigner la justice divine? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord que vous mesuriez bien le fait qu'il s'agit là encore de répondre affirmativement à la question de savoir s'il y a une juste vengeance. Il y a une juste vengeance divine, puisque la vengeance, c'est bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament notamment, le nom que l'on donne à la justice de Dieu. Alors pourquoi parler de vengeance dans ce contexte? Pourquoi employer ce terme? Eh bien, je crois pour une raison qui est une raison de bon sens, une raison qui est contenue dans la définition même du mot vengeance. Ici, il s'agit de souligner le fait que dans le différend que nous avons avec la vie, parce que comme David, comme Job, comme bien d'autres personnages de ces histoires de l'Ancien et même du Nouveau Testament, nous plaignons d'injustice. Nous regardons le ciel et nous ne comprenons pas pourquoi nous, qui sommes si bons, ne sommes pas suffisamment récompensés, et pourquoi des salauds, terme par lequel je désigne ceux qui prennent la morale par-dessus la jambe, pourquoi ces gens-là, parfois, eux, réussissent mieux que nous. Donc, nous nous tournons vers le ciel et nous lui adressons ce cri d'indignation, ce cri d'injustice. Eh bien, dans notre différend avec la vie, dans ce procès
cette théodicée, pour parler comme Leibniz. Dans ce procès que nous intentons à la vie, in fine, c'est toujours la vie qui juge. Entre la vie et nous, il n'y a pas de juge extérieur, transcendant. Il n'y a pas d'arbitre au-dessus de la vie. La vie a ses propres lois et elle les applique elle-même directement, elle récompense et elle punit en fonction de ses lois propres. Il n'y a pas d'arbitre au-dessus de cet arbitre qu'est la vie elle-même. Il n'y a pas de juge extérieur à la vie elle-même, et je crois que c'est la raison profonde pour laquelle David a nommé Dieu vengeur. Bien voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive et j'espère que ces réflexions ont pu vous aider à envisager quelques hypothèses originales pour dépasser le lieu commun selon lequel, le lieu commun, trop rebattu, selon lequel la justice est le contraire de la vengeance ou la vengeance le contraire de la justice. En vous souhaitant de bonnes réflexions, je vous dis à très bientôt.